Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent ce matin. Nous sommes vendredi et on vous souhaite Juma Moubarak. Bon vendredi, qu'Allah vous accompagne tout au long de la journée et surtout aussi tout au long de votre vie. Bonne prière de vendredi. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce dernier numéro de la semaine de l'aventure Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons discuter avec une association qui milite pour le développement donc de la jeunesse, pour ne pas dire pour l'épanouissement de la jeunesse. On parlera de leur projet aussi en lien avec la jeunesse. Ça sera dans un instant à travers bien sûr la rubrique invité du jour. Avant ça, vous aurez l'information présenté ce matin par le directeur de l'information lui-même, Elhadj Ismaïla Rabo, qu'on va retrouver pour la revue de presse. Et plus tard, pour sécurité routière, on va parler de ces camions, la poids lourd avec la longueur aussi qui va avec, qui circulent souvent en pleine agglomération et surtout aussi à des heures qui ne sont pas recommandées et qui ne sont pas réglementées. On parlera de tout ça avec notre moniteur de Victoire Auto École. Ça sera dans la rubrique sécurité routière. En fin d'émission, Honoré Onadia sera là pour les rendez-vous du week-end. Alors, voici planté le décor de l'aventure de ce matin, mesdames et messieurs. Bienvenue encore à Bonjour le Faso. Alors, vous avez la possibilité de nous suivre sur le bouquet Canal+, c'est le numéro 8 et le numéro 265. Vous avez la possibilité également de nous suivre en direct sur Facebook. Tapez tout simplement Savane TV. Vous vous retrouverez sur la page Facebook de Savane TV pour nous suivre en direct. On démarre l'aventure tout de suite et maintenant avec la première rubrique qui nous amène dans un voyage, qui nous amène à la découverte de Bangroego. Le parc urbain Bangroego, le poumon vert de la ville de Ouagadougou, que vous connaissez certainement. Bangroego, ce parc urbain où vous pouvez aller pour des pique-niques, pour la détente, pour bosser, mais pour amener vos enfants aussi voir les animaux, parce qu'il y a justement leur mini-zoo où vous allez retrouver l'hippopotame, donc les singes, les caïmans, les crocodiles et bien d'autres. Et justement, d'un autre côté, il faut savoir que Bangroego, c'est un site sacré aussi, où il y a des rituels chaque année pour demander la paix pour le Burkina Faso, une bonne pluviométrie et bien d'autres. Il faut dire que le gardien de cette tradition qui se passe au niveau de Bangroego, c'est le chef de Touquin, donc le Touquinaba Togré, qui justement donc qui fait ces rituels-là chaque année au niveau du parc urbain Bangroego, ce qui fait que le parc est un site sacré, un site aussi traditionnel, parce qu'il faut dire que jadis, ce parc urbain Bangroego appartenait donc au Mogonaba avant d'être aménagé aujourd'hui parc urbain où vous pouvez y aller. Mais le site reste sacré également. Donc, nous avons suivi ces rituels-là pour vous. C'est d'ailleurs Abdoulaye Kinda, notre journaliste reporter d'images, qui est allé sur le terrain, qui a ramené les images et également le témoignage qu'on va écouter maintenant. On vous invite à écouter et on revient pour la suite. Ce samedi 21, on a programmé de rentrer à Bangroego, appelé Oussiro, pour demander vraiment la paix pour la nation, la protection pour nos dirigeants et une bonne pluviométrie pour le Burkina. Chaque année, c'est quelque chose qui se perpétue. Sinon, depuis nos parents, nos grands-parents, ça se faisait. Et à chaque fois, quand on désigne une date, à cette date-là, nos populations, les notables, la population, les amis, on se rencontre pour aller, pour perpétuer, pour demander la paix pour le pays. Et vraiment que Dieu protège nos dirigeants et profiter de demander une bonne priorité. Mais maintenant, l'affluence, chacun vient avec ses doléances. Chacun vient avec ses soucis. Bon, pour demander, vous savez que les problèmes ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui ont des difficultés de mariage. Bon, pour avoir un enfant, il y a des célibataires qui veulent des femmes. Vous voyez les jeunes qui viennent avec des poulets. Chacun veut que son activité prospère. Et quand ils demandent, alors, au début avec un poulet, si ça marche pour lui, l'année prochaine,
ils amènent soit un brebis ou un bélier. Donc, bon, on a vu ça avec nos parents, nos grands-parents, et ça se perpétue. Donc, nous aussi, on veut que ça continue comme ça. Il ne faut pas que vraiment on perd nos racines. Quel que soit ce qu'on dit, si tu es africain, tes parents, tes grands-parents ont passé par là. Donc, il ne faut pas qu'on laisse nous oublier nos racines. À cette fête, vraiment, tout le monde est invité. Parce que nous, de Touquet, on vient avec nos notables et notre population. Bon, mais il y a des amis, il y a des services. Chaque service, bon, il n'y a pas une entreprise qui ne met pas sa main. Parce que chacun veut que son activité prospère. Donc, c'est intéressant que tu mettes ta main pour qu'on puisse acheter les poulets, les béliers, le dolo pour pouvoir exécuter ces rites-là. Donc, nous invitons tout le monde à vraiment jouer bas la terre. Parce que nos racines, on n'a pas d'autres racines que les traditions. Pour que notre culture se perpétue, il faut que nos enfants, chaque enfant doit suivre son papa pour aller au village, pour aller au rite, pour voir comment ses parents vivent. Plus on dit que donc l'enfant, en suivant son parent, son père, ça veut dire que son père aussi a suivi son grand-père. Donc il faut que ça se perpétue. Vous écoutiez à l'instant le Toukenaba Togre, donc qui nous parlait justement des rituels qui ont lieu chaque année au niveau du site de Bangrego, le parc urbain Bangrego. Il faut le rappeler, c'est aussi un site sacré. Et justement, le chef de Touken est le gardien de cette tradition qui a lieu au niveau donc du parc urbain Bangrego. Il faut dire que chaque année, il fait ces rituels-là en collaboration avec donc la cour royale du Moronaba, mais également donc une délégation du chef de Sourougbila. Merci de votre attention et merci à Abdoulaye Kinda qui nous a ramené ces témoignages et puis ces images également. Pour la suite, nous allons feuilleter les journaux ensemble et on y va pour la revue de presse. Et revue de presse présentée ce jour par le directeur de l'information de Savane Média lui-même, Elhadj Asmel Arbo, qu'on retrouve à présent. Bonjour. Bonjour Abdeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Commençons avec l'Express du Faso. À Bobo Dioulasso. On commence à Bobo Dioulasso, Université privée d'Afrique. La Fondation Canis contribue à la construction avec 500 millions de francs CFA. Dans la rubrique Autant le dit, quand le bon exemple vient d'en haut, les Burkinabés se mobilisent. Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, les 6 priorités stratégiques de la délégation spéciale consulaire. Assemblée générale ordinaire de l'UNPCB. Des réflexions pour réussir la campagne de la patrie ou la mort. Journée portes ouvertes de la justice à Bobo pour la construction de la paix sociale. Et puis, Toumousseni dans la Comoé, le gardien du baobab sacré, a tiré sa révérence. Passons au journal Le Pays, construction de l'Université privée d'Afrique. Le président de la Fondation Canis, Inoussa Kanazoué, offre 500 millions de francs CFA. Idrissa Nassa casque aussi 500 millions de francs CFA. On peut lire aussi à la une du journal Le Pays, lutte contre le trafic de la drogue. 133 tonnes de substances illicites saisies en 2024. Vista Bank Burkina, le premier concept store inauguré. Dans Popouri, on retient les titres arrondissement 11 de Ouaga, un blessé, un mort, un blessé et des dégâts matériels dans l'incendie d'une cour. Nouna poignardé à l'abdomen par le mari de son amante dans un cabaret. Première édition de la course cycliste coup de pédale pour l'arbre, magnifier l'arbre à travers le vélo. Éducation scolaire au Burkina, ces diplômés qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Le quotidien d'État citoyen à présent affiche à sa une AG des sociétés d'État et des établissements publics et de prévoyance sociale une hausse du chiffre d'affaires de 61,72%.
plus de 133 tonnes de substances illicites saisies en 2024. Coopération bilatérale, 8 ambassadeurs présentent leur lettre de créance au président du Faso. Dans Chronique, on peut lire « L'enfer, c'est moi ». Université privée d'Afrique, la communauté musulmane pose la première pierre. Le journal Le Quotidien présente à sa une ce matin construction de l'Université privée d'Afrique. La fondation Canis et de Inoussa Kanazoué contribue à hauteur de 500 millions de francs CFA. Présidence du Faso, 8 nouveaux ambassadeurs présentent leur lettre de créance. Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, les 6 priorités stratégiques de la délégation spéciale consulaire. Youssouf Sawadogou, écrivain, la maison bâtie sur le mensonge ne résiste jamais. Aujourd'hui au Faso à présent, 21 boîtes auscultées à l'AG des sociétés d'État gestion 2024, un chiffre d'affaires en progression de 61,72%. Ouagadougou, Vista Bank inaugure sa store bancaire au centre commercial Super U à la ZAD. News UVSD, la garde rapprochée du PF apporte son grain de sel à Faso Mebo. Le COPIL DGD renforce les projets douaniers. Ibrahim Maïga offre 5 millions au fonds de soutien patriotique. 29 élèves tués en Centrafrique, cher payé le prix de la négligence. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Laurent Gbagbo débouté, requête de Guillaume Soro irrecevable. On peut lire aussi Burkina Faso, il y a un nouveau ambassadeur à Koulouba, Gilbert Bawara du Togo au sujet des manifs des 26, 27 et 28 juin. Point de Bayon, mais conjurer les dérives. Terminons avec l'observateur Palga, communauté musulmane du Burkina, première brique pour l'université privée d'Afrique. Dans une lettre pour la page 6, on retient affaire diocèse de Koudougou, le scoop n'est pas de l'Obs. Rix mortel entre cousins à Bobo. Radio Burkina, rendez-vous aujourd'hui à 10h avec le ministre de l'Agriculture. Barnaba s'en est allé. Producteur de coton, parlons franc, nous sommes entre nous. Nikiebo, Kambi, PCA de l'UNPCB et puis dernier titre à la une de l'Obs, Ouagadougou Temata Koradi sur le corridor d'un approvisionneur du Burkina avec le CBC. Merci bien Elage pour ces titres et on revient sur quelques sujets d'actualité. L'actualité marquée depuis ces quelques jours par l'Assemblée Générale des Sociétés d'État qui ont fait rentrer pas mal d'argent. Oui, les sociétés d'État se réunissent en Assemblée Générale tous les ans, c'est à la même période sous le patronage du Premier ministre. Donc Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo y était hier pour faire le bilan de 21 sociétés d'État et d'établissements de prévoyance sociale. Là, il s'agit de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, et de la CARFO, la Caisse de retraite des fonctionnaires. Ce sont 21 sociétés d'État qui ont fait un chiffre d'affaires global cumulé de plus de 3 000 milliards, contre 1 300 milliards en 2023. En fait, le bilan qui est présenté aujourd'hui, c'est celui de l'année passée. Puisqu'il faut terminer l'exercice, faire entrer toutes les pièces, et s'assurer que les chiffres sont les bons, calculer avant d'aller à l'Assemblée Générale. Donc ça prend quelques mois. Donc c'est à peu près 6 mois après la fin de l'exercice 2024 qu'on fait le bilan. Et ça fait ressortir 3 000 milliards de chiffres d'affaires contre 1 300 milliards. Comment on peut expliquer ça? Oui. Parce que la différence, c'est quand même 1700 milliards. Oui. La différence, c'est quand même 1700 milliards. Voilà, c'est pratiquement le double. En fait, il y a des explications en plus de la bonne performance des sociétés d'État. Il y a d'autres facteurs qui ont contribué à ça. Il y a des sociétés anciennement qui n'étaient pas, ou des établissements, ou des entités qui n'étaient pas anciennement des sociétés d'État. Par exemple, la CAMEG. La CAMEG ne faisait pas partie des sociétés d'État. C'était une organisation mixte entre l'État, les partenaires techniques et financiers et des associations. Donc ça fonctionnait sous forme associative. La CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux. Alors que la CAMEG brasse beaucoup d'argent. Voyez-vous? Et depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré, il a trouvé que c'est un secteur assez stratégique, le secteur du médicament, pour ne pas être contrôlé par l'État. Il faut faire en sorte que l'État contrôle de bout en bout l'approvisionnement du Burkina en médicaments. Bon, mais pas seulement,
que l'État profite de cela pour envisager la production de certains médicaments sur place. Donc la CAMEC, depuis 2023, est désormais aux mains de l'État, totalement contrôlée par l'État et fait désormais partie des sociétés d'État. Donc si on met le bilan de la CAMEC dans le bilan des autres sociétés, ça augmente forcément le chiffre d'affaires. Quand on sait ce que représente le chiffre d'affaires du médicament au Burkina, on se soigne pratiquement tous les jours. Et puis, il y a Sobimap, la société burkinabé des intrants agro-pastoraux. Ça, c'est dans l'agriculture. Là aussi, le gouvernement a estimé que c'est assez important d'avoir le contrôle de l'approvisionnement du Burkina en intrants agro-pastoraux. Et le gouvernement a décidé de mettre ça aussi sous sa coupe. Ça ajoute encore aux sociétés d'État. Et puis à la SONASPE, la Société nationale des substances précieuses, qui achète l'or. Okay. Voilà. Et là aussi, ça fait beaucoup d'argent. Parce que je sais que quand on faisait le premier bilan, le DG disait qu'il avait déjà acquis pas moins de 13 tonnes d'or. Et ça fait déjà un peu plus d'une année. Et je pense qu'on parle d'une cinquantaine de tonnes d'or achetées avec le budget de l'État. Donc quand on met ces trois sociétés-là dans le groupe des anciennes sociétés d'État, on voit ce que ça peut ajouter en termes de milliards. Et puis on évoque aussi de bonnes affaires enregistrées au niveau de la SONABEL, la société d'électricité du Burkina, et de la SONABI, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, qui sont aussi deux grandes sociétés dont la bonne santé peut expliquer la hausse du chiffre d'affaires global des sociétés d'État. Et en même temps, quand dans certaines années passées, on faisait le point et que la SONABI, la SONABEL ne se portaient pas bien, ça se faisait ressentir négativement sur le bilan global. Parce que ce sont de grandes sociétés, voyez-vous. Donc, ce sont les deux éléments. L'augmentation du nombre de sociétés d'État et puis les bonnes performances, notamment de la SONABI et de la SONABEL, qui expliquent cette augmentation-là. Maintenant, de façon générale, les sociétés d'État se sont plutôt bien portées. Parce que progressivement, on sort de la crise sécuritaire et ça devrait aider à reprendre l'activité économique, à créer davantage de richesses et à faire en sorte que l'État gagne un peu plus d'argent. Maintenant, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et puis bénéfices. Voilà, le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des activités, des dépenses, des recettes, de tout ce que ces sociétés-là ont fait au cours de l'exercice 2024. Je crois qu'en termes de ce que ces sociétés ont pu apporter au budget de l'État, sur la base de leurs bénéfices, c'est autour de 590 milliards. 590 milliards. Voyez-vous, c'est pas peu, hein. 590 milliards, c'est la moitié de 1000 milliards. Et on sait que le budget de l'État est autour de 3000 milliards aujourd'hui en recettes. Donc si les sociétés d'État seulement apportent 590 milliards, ce n'est pas peu. Donc on comprend pourquoi on peut se permettre certaines dépenses qu'on ne pouvait pas se permettre avant sur fonds propres. Oui. Voilà. Deuxième sujet, l'université privée d'Afrique sera prête dans 18 mois. Oui. Et donc, parce que la pose de la première pierre, c'était hier déjà. Oui, à la zone du Bois, quartier zone du Bois, arrondissement 5 de Ouagadougou. La communauté musulmane du Burkina, vous savez, c'est une des plus vieilles associations religieuses du Burkina, créée avant les indépendances, mais qui, parce que son organisation ne permettait pas de faire de grands investissements comme ça, n'a pas fait par le passé des investissements dans ce sens-là, que ce soit dans la santé, l'éducation, alors que dans d'autres confessions religieuses, l'éducation, la santé sont un peu plus mieux prises en charge qu'à la communauté musulmane. Le mouvement sunnite, par exemple, dans cette optique-là depuis quelques années, avec une université à Tanguay qu'on appelle Ibn Massoud. Ihtiyad Islami également à une université à Ouaga 2000. Donc la communauté musulmane a pris sur elle de construire en 18 mois seulement une université de 6-7 milliards. Oui, sur fonds propres et avec l'aide de ses partenaires, dont les premiers sont Inusa Kanazé, de Canis International, 500 millions, et Idrissa Nassa, de Coris Banque International,
500 millions aussi. Donc ça fait déjà le milliard. En attendant éventuellement d'autres contributions, on imagine qu'il y en aura qui vont atteindre ça ou qui vont rivaliser avec ces montants. Et puis il y aura les petites contributions qui, si elles sont nombreuses, peuvent aussi constituer une grande masse d'argent. L'Université privée d'Afrique a connu la pose de sa première pierre hier à la zone du bois de Ouagadougou en présence bien entendu des leaders religieux musulmans, mais également d'autorités et de contributeurs pour lancer les travaux. L'architecte a donné quelques explications. Ce seront 2 bâtiments, R+4 et R+6, sur 3000 mètres carrés. C'est un terrain de la communauté musulmane qui était précédemment une école Medersa. Okay. Voilà, mais qui ne fonctionnait plus depuis quelques années maintenant. Mais l'université est laïque. Quand l'université va ouvrir ses portes, elle sera ouverte à tout le monde. Okay. Voilà. Le président de l'université a dit que ça va être pour commencer 5 filières, des filières un peu partout, hein, je crois, économie, gestion, agriculture, et civilisation islamique, bien entendu. Mais en perspective, l'université veut ouvrir une filière de médecine pour former des médecins, des pharmaciens, des dentistes, pour renforcer le personnel médical et soignant du Burkina Faso. Et là, c'est vraiment déjà quelque chose de gagné, parce que quand on regarde l'UCAO comme l'USTA, qui sont des universités catholiques, elles sont ouvertes aussi à tout le monde, à toutes les confessions religieuses, et elles forment suffisamment pour renforcer l'élite burkinabé de demain. Tant mieux. Rendez-vous dans 18 mois. Dans 18 mois, voilà. On termine avec la délégation spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie qui a animé une conférence de presse hier. Vous savez que depuis une semaine maintenant, l'équipe de Roland Achille Sow est sur la sellette parce que les gens n'ont pas connu ça par le passé. On connaît les délégations spéciales dans les mairies, dans les communes, mais pas à la Chambre de commerce. Voilà. Donc le ministre en charge du commerce a installé le bureau de Roland Achille Sow il y a à peu près une semaine, c'était le 19 juin. Et puis tout de suite après, l'équipe a été reçue par le président du Faso pour lui donner des conseils, des orientations. Et puis Roland Achille Sow, le nouveau président de la délégation spéciale de la Chambre de commerce, a donné une idée de ce qui va être fait. Parce que déjà, le ministre Serge Poda avait dit qu'il attendait de cette équipe-là, de 8 membres qu'on appelle les VDP de l'économie, que cette équipe-là participe fortement à l'industrialisation du Burkina, donc à accompagner la dynamique d'industrialisation du Burkina. Et puis deuxièmement, qu'elle participe au renforcement de la souveraineté économique du Burkina. Bon, si le gouvernement est arrivé à mettre de côté le bureau élu de la Chambre de commerce, donc de Mamadi Saoudou Kadhafi, bon, ça veut dire que il a de bonnes raisons et il a de grandes ambitions qui ne peuvent être remplies que à travers une délégation spéciale, mais ça veut dire que dans quelques années, on aura un autre bureau élu, mais la délégation spéciale va permettre de préparer le terrain vers la nouvelle Chambre de commerce que le Burkina Faso veut se donner. Le ministre avait insisté sur l'accompagnement de l'industrialisation et sur le renforcement de la souveraineté économique du Burkina. Hier, en conférence de presse, parce que Roland Achille Sow et son équipe de 7 vice-présidents, dont l'ancien ministre du Commerce qui n'a pas été installé, Roch Donatien Nagalo, voilà, il est vice-président. L'équipe a donné une conférence de presse pour fixer ses priorités et on peut retenir contribuer à la souveraineté économique et soutenir l'offensive industrielle engagée par l'État. Refonder la gouvernance consulaire autour des principes d'inclusion, de célérité, de transparence et de performance. Mobiliser les acteurs économiques autour du patriotisme économique et des projets structurants de la nation. Promouvoir les économies locales à travers un maillage territorial fort et des initiatives endogènes, renforcer l'internationalisation des entreprises burkinabées, notamment dans les chaînes de valeur régionales africaines, soutenir les PME, PMI, les petites et petits opérateurs et secteurs informels dans une vision de chambre consulaire plus inclusive et plus
équitables. Donc les priorités sont fixées. On n'a qu'à attendre l'équipe C'est ça. au pied du mur, comme on attend le bon maçon au pied du mur. Merci bien, LH. Merci beaucoup. On va maintenant découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Et nous recevons ce matin M. Djibril Bamogo. Il est le coordonnateur national de l'Union panafricaine pour le développement, en abrégé UPD. Bonjour à vous, M. Bamogo. Bonjour, Madame Nikima. Bienvenue sur notre plateau. Merci de nous recevoir. Alors, ensemble, on va découvrir d'abord votre mouvement. Ensuite, on parlera bien sûr de l'actualité de ce projet aussi que vous avez lancé le 8 mai dernier. Alors, l'UPD, c'est l'Union panafricaine pour le développement. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a prévalu à la création de cette structure? C'était en 2015 ou 2014? En 2014, déjà. On était Ok. déjà en cité universitaire. Ok. Entre camarades, on a eu l'idée de créer un mouvement, une organisation pour pouvoir participer au développement de notre pays. Comme le disait l'ancien président américain, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a voulu contribuer aussi au développement de notre pays, en faisant de sorte que les jeunes jouent un rôle stratégique dans la promotion de l'engagement citoyen, du développement durable et également de son apport stratégique au développement communautaire. Et quels sont, par exemple, les objectifs et missions de l'UPD quand vous l'avez lancé? Bon, et maintenant aussi. L'UPD, son objectif est de faire la promotion de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale, et de faire en sorte de promouvoir l'autonomisation de la jeunesse, la protection de l'environnement, défendre les droits humains, les droits civiques et promouvoir aussi la santé. Parce que pour qu'une nation se porte bien, il faut que ses citoyens soient en bonne santé. Donc nous sommes lancés dans ces différents axes stratégiques-là pour accompagner notre pays, le Burkina Faso, et également l'Afrique, puisque l'IPD aussi poursuit un objectif panafricain pour qu'on puisse implanter dans les différents pays africains, constituer un réseau de jeunes africains leaders pour participer au développement du continent africain. Est-ce que votre mouvement est déjà présent dans d'autres pays africains ou bien pour le moment c'est le Burkina Faso? Pour le moment, nous avons une représentation en Côte d'Ivoire, et également au Niger également, avec des réseaux de jeunes leaders qu'on se côtoie très fréquemment lors des plateformes sous-régionales pour pouvoir parler de jeunesse et la contribution du rôle actif des jeunes dans le développement de leur pays. Vous avez dit que le mouvement a été créé en cité universitaire. Oui. Bon, je suppose que vous n'êtes plus en cité universitaire puisque vous parlez de 2014. Yes. Mais maintenant, comment vous faites pour toujours garder le lien avec les universitaires, les étudiants notamment? Effectivement, c'était créé en cité universitaire. Actuellement, nous ne sommes plus en cité universitaire. Nous sommes tous dans la vie active dans différentes régions du Burkina et certains dans d'autres pays. Mais on garde toujours un lien avec les cités universitaires parce que les jeunes étudiants sont la crème, c'est eux qui vont diriger ce pays demain. Et donc on est perpétuellement en contact avec eux pour mener des actions de sensibilisation sur comment est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle actif toujours dans le développement de leur pays, quels sont les curricula de formation qu'ils peuvent faire pour être des jeunes techniquement compétents et socialement utiles également. En termes d'activité maintenant, qu'est-ce que l'UPD, donc l'Union panafricaine pour le développement, mène comme activité pour se rapprocher de la jeunesse et comme activité pour la jeunesse également? l'UPD mène plusieurs actions déclinées sous les axes que j'avais cités préalablement. Et depuis sa création, on mène des activités sanitaires, de sensibilisation contre certaines maladies. L'hépatite B, dont on organise chaque année depuis 2014 des actions de sensibilisation, de dépistage à l'endroit des jeunes étudiants de l'université de Ouagadougou, des activités de formation des jeunes sur certaines thématiques émergentes, des activités de formation sur l'entrepreneuriat, l'insertion socio-professionnelle des jeunes, également des activités de plaidoyer pour les jeunes. Comment est-ce que les jeunes peuvent arriver à faire entendre sa voix auprès des autorités? Nous menons des activités pour leur montrer des stratégies, des méthodes. Nous organisons des forums, des sommets. Nous organisons également, tout récemment, nous avons lancé à Koubri le 8 mai
un projet portant sur l'éveil patriotique. On va revenir sur ce projet-là d'ici là. D'accord. Donc autant d'activités qui partent à la rencontre de la jeunesse. Exactement. Sur plusieurs plans. Yes. D'accord. Donc vous le disiez tout à l'heure, hein, le 8 mai dernier, vous avez lancé le projet intitulé Éveil patriotique. Expliquez-nous à quoi consiste ce projet. Ce projet consiste à sensibiliser les jeunes scolaires et universitaires sur les défis sécuritaires qui vivent notre pays. Comment est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle actif pour participer à la reconquête du territoire, de faire en sorte que les jeunes scolaires soient des VDP scolaires dès le bas âge pour qu'ils puissent savoir quels sont les défis que rencontre notre pays et quel peut être leur rôle. Puisque en connaissant ces rôles, ces défis, on leur montre les stratégies de comment peut être leur rôle dans la résolution du problème que vit notre pays. Et déjà à bas âge, en les expliquant ces valeurs, en grandissant peu à peu, ils vont les intégrer en eux-mêmes afin d'être des citoyens modèles, des citoyens bâtisseurs, des citoyens nouveaux qui vont participer au développement de notre pays. C'est pourquoi on s'attache aux écoles et aux universités. Et c'était lancé dans la région du centre, dans la commune de Koubri, mais c'est un projet à vocation nationale. Donc on va faire, dès la rentrée prochaine, nous allons continuer des conférences patriotiques dans ces établissements et installer des clubs patriotiques aussi qui vont, eux, à leur tour aussi, pérenniser nos actions dans ces établissements. Notre vocation n'est pas venue, nous touche de l'établissement, mais de former des relais au niveau de ces établissements pour que ces jeunes puissent jouer un rôle actif dans le développement de notre pays. Et c'est en les sensibilisant, c'est en les formant que nous pourrons sortir véritablement de cette situation et également avoir un Burkina Faso de paix, un Burkina Faso radieux et de bon vivre pour tous les Burkinabés. Ça veut dire que la mise en œuvre en fait, de ce projet consistera à aller dans des établissements. Oui. Et vous avez dit partout au Burkina pour installer notamment des clubs patriotiques. Yes. Ok. Et qu'est-ce que ces clubs auront pour activité ou, voilà, au niveau des établissements ou des universités? Ces clubs au niveau des établissements et des universités, d'abord ils seront formés sur plusieurs thématiques. Et à la suite de cela, ces jeunes vont jouer un rôle de sensibilisation par les pairs aux yeux de leurs amis. Ils pourront mettre en œuvre des activités de promotion de l'environnement, des activités de salubrité, des reboisements, des activités de recyclage des déchets plastiques, des activités également sportives, des activités de promotion de la citoyenneté, des activités comment mener des plaidoyers au sein de leur communauté aussi pour pouvoir faire passer les préoccupations. Il y a diverses activités qui pourront mettre en œuvre sur différentes thématiques concernant la vie de la nation humaine et cela vise à les responsabiliser davantage, voilà, en sensibilisant leurs collègues, en les formant et en menant des activités pour animer la vie scolaire de leur établissement et de la communauté dans laquelle ils se trouvent. On sait aussi que pouvoir établir ces types de projets, la bonne marche et tout, il faut forcément donc adjoindre que ce soit les autorités scolaires, universitaires, mais souvent aussi donc les communautés ou même d'autres structures pour pouvoir mener à bien ces activités. Qui sont vos partenaires aussi pour ce projet? Nous avons plusieurs partenaires techniques qui nous aident dans la mise en œuvre de ce projet. Déjà au lancement, nous avons des autorités qui étaient présentes pour nous apporter leur soutien moral et pour dire qu'ils sont avec nous dans ce projet qui vise vraiment à faire du jeune élève burkinabé un citoyen bâtisseur. Nous avons le ministère de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle qui est à notre côté. Nous avons Youth Connect, nous avons les mairies également de ces communes où nous allons mettre en œuvre ce projet qui sont à nos côtés, donc, et certaines institutions qui sont à nos côtés aussi pour pouvoir nous accompagner dans la mise en œuvre effective de ce projet et pour que ça soit une réussite. Donc nous sommes accompagnés pour accompagner les jeunes élèves. L'État ne pourra pas être partout pour développer cette panoplie d'activités. Nous venons en appui à l'État pour pouvoir leur permettre d'atteindre leurs objectifs également.
Et donc, comme vous avez parlé de l'État, qu'est-ce que vous pensez justement de cette décision de l'État qui dit qu'après le baccalauréat, maintenant, on va apprendre aux élèves déjà le patriotisme à travers notamment donc, ces activités-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? On pense que c'est une très bonne décision que l'État a prise. Des fois, participer les nouveaux bacheliers pour leur permettre de faire une immersion patriotique. Cela va en droite ligne aussi avec les objectifs de notre projet, qui est de rendre le jeune un jeune patriote qui aime son pays et qui n'est pas complexé, qui défend les valeurs de solidarité, les valeurs de paix, les valeurs d'unité pour un Burkina Faso radieux. Et même déjà lors du lancement à Koubé, il y a certains élèves qui ont abordé la question comment est-ce que ça va se passer des jeunes filles. Et nous avions un représentant de la 3e région militaire qui a communiqué là-dessus, qui les a dit que vraiment c'est une action qui vise à les rendre plus responsables, à connaître les valeurs de la République et leur donner les outils de comment ils peuvent défendre vraiment leur nation. Et comment est-ce qu'au cours de leur vie universitaire, ils pourront être des étudiants modèles qui ne seront pas des étudiants qui sont manipulables, mais qui sont des étudiants conscients et capables de mettre en œuvre des initiatives et d'accompagner sans embâche vraiment la marche radieuse qu'a pris nos premières autorités pour la reconquête définitive de notre territoire, qui passe par la décolonisation aussi des mentalités. Donc essayer de valeurs nouveaux aux jeunes étudiants, aux jeunes élèves, pour qu'ils ne soient pas un obstacle au développement de leur pays, pour qu'ils soient plutôt des solutions et non des problèmes. Alors, M. Bamogo, pour ce qui concerne votre projet Éveil patriotique, la mise en œuvre va débuter quand? La mise en œuvre a déjà débuté. On a déjà commencé le 8 mai en faisant la première conférence patriotique et en installant les premiers clubs patriotiques au niveau du lycée Nabazana de Koubri, le lycée départemental de Koubri, aux côtés des premières autorités communales et des institutions de la République qui étaient présentes. Et ça va continuer sur le temps du territoire à partir de la rentrée prochaine, puisque nous sommes déjà en vacances. Donc dès la reprise, nous allons continuer ces conférences dans les établissements pour accompagner nos jeunes étudiants, les partager la vision de la révolution populaire progressiste qui est notre nouvelle boussole et sur laquelle nous devons tous marcher. Et pour que ça soit une réussite, il faut que les enfants, les jeunes élèves puissent se l'approprier sainement et savoir comment est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle actif. Et quels sont les résultats que vous attendez de ces clubs, de ces conférences patriotiques que vous comptez organiser? Les résultats qu'on attend, c'est d'abord d'éveiller la conscience de ces jeunes. Une fois la conscience éveillée, leurs compétences patriotiques ou leurs conscience patriotique renforcée, c'est pour qu'ils puissent, comme je le disais, à travers les clubs patriotiques, mettre en œuvre des actions pour accompagner les communautés vers un développement harmonieux où ils pourraient jouer un rôle stratégique. Voilà, un rôle stratégique en étant des figures de proue sur lesquelles pourront se conduire les parents, les communautés, les établissements. Parce qu'au sein de certains établissements, on peut arriver à voir qu'il y a certains petits problèmes au sein de l'établissement, mais les élèves, au lieu d'attendre que les responsables de l'établissement ou les établissements communaux viennent régler ce souci, et même ils peuvent s'engager et vraiment à nettoyer les établissements, à nettoyer les toilettes, à faire des travaux de réparation, des travaux d'intérêt général au sein de ces établissements, en attendant que les responsables viennent en appui pour que les étudiants qui puissent agir spontanément sans qu'ils puissent attendre l'aide de quelqu'un. Donc c'est susciter le patriotisme, l'engagement citoyen. Exactement, c'est bien ça. Auprès de ces jeunes. Quand vous êtes dans le milieu des élèves, le milieu des étudiants, parce que vous-même vous avez été étudiant en cité, c'est vrai que c'est bien l'engagement patriotique, servir son pays, mais c'est surtout bien aussi de travailler, de trouver un boulot. Et on sait que c'est vraiment aussi la difficulté de la plupart des étudiants aujourd'hui, finir à l'université, mais surtout trouver un boulot. C'est ça le véritable problème.
Quelle est votre lecture des choses? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que quand vous sortez, il faut aller plutôt à l'entrepreneuriat ou même avant de sortir, il faut commencer? Quel est votre avis? Et mon avis, c'est que même au cours de nos formations, de nos sensibilisations qui visent l'autonomisation, donc on les forme, on leur donne des outils de comment ils peuvent se développer eux-mêmes. Et quand ils sortent de l'université, en attendant d'avoir un boulot stable ou un concours, c'est peut-être d'essayer de faire des petites choses qui peuvent leur donner des petits revenus et pour pouvoir assurer les différentes charges avant d'avoir un boulot. Donc l'entrepreneur peut être un tremplin, mais tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneur aussi. Voilà, donc nos activités visent à renforcer les aptitudes en entrepreneuriat, pour ceux qui ont le goût de l'entrepreneuriat, et également à donner des formations assez techniques et spécialisées aussi à ceux aussi qui veulent s'aventurer aussi dans des travaux et être des employés, travailler dans des organismes et des institutions. Donc je pense que les deux voies, puisque l'État ne peut pas absorber tout le monde au sein de la fonction publique, donc l'entrepreneuriat est une voie, et le travail salarié aussi est une voie, mais avant d'avoir le travail salarié, il faut pouvoir faire quelque chose. Oui. Voilà, donc il y a des petites formations qu'on donne aux jeunes pour qu'ils puissent le faire déjà en attendant d'avoir un emploi stable. Avant de subvenir à l'objectif est de pouvoir subvenir à ses besoins nets à la charge des personnes nées de l'État. Voilà. Et votre mouvement, l'Union panafricaine pour le développement, était membre du Conseil national de la jeunesse, qui est suspendu actuellement. Et d'ailleurs, c'est vraiment une affaire dans les mains des autorités parce qu'on parle de l'organisation et tout. Bon, comme vous n'êtes plus... ce mouvement est suspendu. Comment chacun à son niveau s'organise en attendant? Oui, on peut dire le mouvement est toujours membre de l'Union, du Conseil national de la jeunesse, qui est toujours qui est en suspension. Et le mouvement, à travers ma propre personne, occupait un rôle stratégique au sein du Conseil national de la jeunesse, parce que j'étais, on peut dire, je suis le président du Conseil régional de la jeunesse du centre suspendu, et également l'ancien premier vice-président de la délégation spéciale de la jeunesse du centre. Donc on a joué un rôle actif qui nous ont amené dans les instances décisionnelles où on a pu participer vraiment au développement de notre communauté. Donc vu la suspension, et vu que le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso est formé par le mouvement et l'association de jeunesse, donc tous les réunions qui étaient sont repartis dans les mouvements de base grâce à laquelle ils étaient au niveau du Conseil national de la jeunesse. Donc je pense que chacun essaie de son côté, essaie de faire des activités au niveau de ces associations et de jouer un rôle actif dans la société, comme ce que l'UPD le fait à travers ces différentes actions qu'elle met en œuvre. Et ce n'est pas seulement les projets éveil patriotique, puisque même demain, on a une activité qui concerne la santé mentale des femmes, la dépression postpartum. C'est ça. Voilà. Donc, on va terminer on va revenir à cette activité donc d'ici là. Donc ça veut dire que pour le moment, chaque association retourne à la base pour notamment continuer ses activités. Exactement. Chacun met le maillot au niveau de son organisation de base. Oui. Voilà, pour toujours maintenir le cap. Et en cas de reprise des activités du conseil, que chacun puisse revenir aussi et puis continuer à jouer le rôle qu'il jouait. D'accord. Pour accompagner nos autorités. Bien sûr. Parlons maintenant donc de la prochaine activité que l'UPD organise. Il s'agit donc d'une activité en faveur des femmes. Expliquez-nous. La prochaine activité que l'UPD mènera, ça va se dérouler demain matin. À partir de 8h30 au niveau de la mairie de l'arrondissement 5, l'ex-Bogodo, la mairie qui est tout juste à côté du CIAO. Donc c'est une activité qui a pour but de briser les tabous autour de la dépression postpartum. Voilà, donc... il s'agira de quoi? C'est une conférence, c'est une rencontre, c'est quoi exactement comme activité? Cette activité, d'abord, c'est une activité commémorative du 8 mars en différé. On n'a pas pu mener, mais qu'on a mis un mois de juin pour la mener. C'est une activité, un panel de sensibilisation sur la santé mentale de la femme. Puisque nombreux sont nos mères, nos épouses, nos soeurs qui souffrent en silence,
qui souffrent en silence du fait de cette dépression postpartum qui est peu connue, dont on en parle peu, mais qui existe bel et bien au sein de notre communauté, de nos villes, villages et campagnes, et qui fait assez de ravages. Voilà. Et souvent, les femmes souffrent en silence et on ne sait pourquoi. Parce que du fait de la stigmatisation, du fait de la méconnaissance de ce qu'elle vit, donc elle endure des moments très difficiles. C'est pourquoi nous avons voulu organiser cette activité pour sensibiliser les femmes sur les causes, les conséquences de cette maladie, comment la diagnostiquer, comment la prévenir et quels sont les mécanismes de suivi pour pouvoir lutter contre cette dépression. Parce que quand on parle de dépression, on parle surtout, les gens voient surtout que c'est une maladie du blanc, ça n'existe pas chez nous, mais pourtant ça existe bel et bien. Oui. Après l'accouchement, la femme peut vivre un enfer. Mais si l'homme ne comprend pas, cet enfer peut se décupler. Voilà. Mais si elle est soutenue, elle est comprise, elle est accompagnée, je pense que cette maladie, au bout d'un moment, disparaît. Parce que la femme a besoin d'attention. C'est nous mères, la femme est la mère de l'humanité. Si elle se porte bien, l'humanité se portera bien. Qui seront les panélistes pour demain? Je sais que vous avez eu l'initiative, mais forcément vous allez vous approcher de spécialistes de la santé. Exactement. Pour le panel. Exactement. Effectivement, il y a divers spécialistes qui nous accompagnent pour pouvoir sensibiliser les femmes, les former sur ce fléau. Et nous avons le professeur Charlemagne Ouedraogo, qui est gynécologue obstétricien, qui va nous accompagner sur ce panel-là. Nous avons docteur, monsieur le psychologue, on ne dit pas docteur, on a monsieur Yahya Diallo, qui est un psychologue clinicien, qui sera là pour nous appuyer. Nous avons madame Françoise Piouparé, qui est une doyenne de la société civile de Burkina, qui est engagée pour la cause des femmes, qui milite dans diverses organisations dont le WANEP, le Conseil national des OSI de Burkina, qui défend les droits fonciers des femmes, fait beaucoup pour la femme, et madame Sylvie Zongo, qui sera là aussi pour faire une petite formation sur l'autonomisation financière des femmes. D'accord. Donc c'est un programme alléchant, donc en plus de ces conseils-là. Oui, un programme très alléchant. On va apprendre aux femmes à avoir de l'argent. De l'argent également, d'être autonome, parce que depuis ce projet aussi s'inscrit dans un esprit révolutionnaire aussi, parce que cette révolution qui a osé, dès l'année 1980, mettre la femme au cœur du développement, et c'est ce qu'on a déclaré que aucune lutte n'est possible sans la libération pleine et entière de la femme. Voilà, donc ça veut dire que la femme doit jouer un rôle stratégique et l'émancipation n'est pas qu'un mot, ça doit être un acte quotidien, un engagement profond. Voilà, la société n'est pas avancée en laissant ses mères s'effondrer en silence. Donc on va mettre des mots sur des mots. Oui. Voilà, faire entendre ce que ce qui s'attend pas. D'accord, voilà. Merci bien. Et vous avez dit l'activité aura lieu demain, c'est à quelle heure? L'activité aura lieu demain à 8h30. 8h30. Voilà, au centre des jeunes qui se trouve à l'intérieur de la mairie de l'arrondissement 5, la mairie de Bogodogo, à côté de Siao. D'accord. Okay. Merci. Quel est votre message à l'endroit des femmes, des jeunes par rapport à cette activité que vous organisez au profit des femmes, mais bon, de tout le monde, hein, parce que si vous venez à l'information, vous pouvez mieux soutenir votre mère, votre épouse, votre soeur qui, après un accouchement, vit des difficultés. Et bon, souvent on se demande, tu as juste accouché, tu n'es pas malade, alors que oui, on peut souffrir d'une maladie mentale. Ouais. Et le message que j'ai à lancer, c'est d'appeler les femmes, surtout les hommes, et les jeunes filles, les jeunes garçons, à venir prendre part activement à cette activité. Parce que il faut que les gens savent ce que la femme vit après l'accouchement pour pouvoir bien l'accompagner. S'ils ne le savent pas, ça sera compliqué pour eux. Et s'ils se comprennent, je pense que le couple vivra en harmonie, le couple vivra en paix. Et si plusieurs couples vivent en paix, en harmonie, je
pense que la paix reviendra au Burkina Faso. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous, M. Bamoro, d'être passé. Merci, Mme Nikema. Merci. On va s'arrêter ici pour ce matin. Merci beaucoup. Alors, restez avec nous. Je rappelle que M. Djibril Bamogo est le coordonnateur national de l'Union panafricaine pour le développement, qui organise d'ailleurs un panel demain au niveau donc de la mairie de Bordeaux, anciennement, donc pas loin du CAO, pour notamment parler de dépression postpartum de ces femmes-là, après l'accouchement bien sûr. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et juste après on parlera sécurité routière et on parlera aussi plus tard des rendez-vous du week-end. Et bien sûr, vous le savez, chaque vendredi, vous avez droit à la chronique sécurité routière, chronique pilotée notamment par notre partenaire Victoire Auto-École, qui est représenté ce matin par M. Hippolyte Tapsoba, qui est formateur. Bonjour à vous, M. Tapsoba. Bonjour, Mme Nikema. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de la réglementation des véhicules lourds. Oui. Des véhicules donc qui pèsent beaucoup. Oui, c'est ça. Déjà, à quoi sert la réglementation de ces véhicules? Ok, alors donc, pour faciliter la circulation des véhicules lourds, et surtout, donc la réglementation a prévu des limites de poids, de longueur, de hauteur des véhicules, afin de sauvegarder l'état des routes, et des routes bitumées, et augmenter la fiabilité des véhicules. Et éviter surtout les accidents. Ouais, parce que si un véhicule est lourd, vous voyez, même le simple frein là ne donne plus. Oui. Voilà, parce que si le véhicule est poussé, nous avons une force vide qui pousse le véhicule. Et pour s'arrêter, il faut une certaine distance. Ouais, tout ça, c'est pas intéressant. D'accord. Et quels sont justement les véhicules concernés? Parce que quand on parle de véhicules lourds, on peut avoir... il s'agit de quel véhicule? Exactement. Alors, donc, nous avons non seulement les véhicules affectés au transport de marchandises isolés, qui roulent seuls, et nous avons des véhicules articulés, c'est-à-dire qui ont des semi-rebords derrière. Nous avons les ensembles de véhicules et les trains doubles. D'accord. Donc, on va voir les images et vous allez nous expliquer au fur et à mesure à travers les images donc de quel véhicule il s'agit. Là, on a la première image. Ici, donc, nous avons un autobus articulé. Et les dimensions ici, les dimensions réelles de ce véhicule articulé, c'est 18,75 m à 24,50 m parce que souvent, on peut mettre encore une autre articulation à l'arrière. Et donc, en ce moment, ça peut atteindre 24,50 m. Ok. Voilà. Et on commande ces véhicules en fonction de l'état de nos routes. Ce n'est pas à Ouagadougou qu'on peut commander ce type de véhicule. Voilà. Bon, alors, nous avons donc ici un train double. Ça, c'est un train double. D'accord? C'est-à-dire, un train double est composé donc d'un tracteur routier et deux semi-remorques. Alors, et ici, le train double, normalement, la largeur d'abord, c'est 2,55 m. Ensuite, 2,55 m à 2,60 m. Le maximum, c'est 2,60 m. Ensuite, sa longueur, c'est 18 m à 22 m. Voilà. Et la hauteur, c'est 4 m. Et logiquement, on parle de 4 essieux, 5 essieux. Bon, maintenant, par rapport à ce type de véhicule-là, il lui faut rien que l'élément qui est au milieu là, vous voyez, lui seul, il a 3 essieux. Bon, mais malgré ça, ça ne l'empêche pas de tourner. Et ça n'abîme pas la route. Parce qu'il faut commander en fonction donc de l'état de la route. Il n'y a aucun problème. Voilà. Maintenant, le problème chez nous, c'est quand le véhicule est isolé et on veut mettre plusieurs essieux. C'est-à-dire, on aligne par exemple 8 essieux sur un véhicule isolé. Et presque tous les 8 essieux-là, aucun essieu n'est amovible. C'est-à-dire, aucun essieu ne peut être soulevé. Parce que normalement, quand on veut tourner, on doit être capable de soulever deux essieux au moins, et puis laisser 3 essieux, de manière à ce que quand même les essieux puissent tourner. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui fait que quand il arrive à un carrefour, il est obligé de faire plusieurs manœuvres. Et non seulement il abîme la chose publique qui est le goudron, et aussi
il retarde les usagers. Oui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cas de nos véhicules au Burkina Faso. C'est exact. Donc ça veut dire qu'on a des camionneurs qui conduisent des véhicules qui ne sont pas forcément adaptés à nos routes. Exactement. Moi, ça me rappelle l'actualité. Je me rappelle que c'était le 19 juin, je crois, le ministre de la Sécurité, donc Mamadou Sana, a rencontré les acteurs du secteur routier. Ah bon? Et il a été ferme, justement, en disant que s'ils ont des longs véhicules qui partent coupés, sur le faux, parce qu'ils ont constaté que de février à maintenant, la plupart des accidents qui interviennent sur nos routes, là, ce sont des accidents liés souvent à ça. Le poids, la largeur, la longueur de ces véhicules-là qui ont du mal à tourner. Il a pris l'exemple même que lui-même, il a dû assister à un véhicule qui voulait tourner. Ça a pris tellement du temps. Voilà. Et il a occupé la route pendant des minutes. Il abîme la route. Voilà, donc il a dit, bon, l'État burkinabé ne va pas continuer à payer pour réparer des routes. C'est ça. Et en plus, souvent des décès liés aussi à ces accidents-là. Donc, bon, je me rappelle que tout le monde a dit, après justement cette rencontre-là, que le ministre a dit, allez-y, coupez la taille de vos véhicules. Oui, il n'a pas tort. Sinon, la logique voudrait que ça soit 12 mètres. Un véhicule isolé, un camion isolé doit avoir une longueur maximale de 12 mètres. Et le nombre des essieux ne doit pas dépasser 4 à 5. Si ça va au-delà de 4 à 5, ce n'est plus intéressant. Pour l'exemple, pour l'image que nous avons à l'antenne, par exemple, ça peut faire combien de mètres? Celui-là, c'est un autobus ou un autocar simple, ordinaire. Ouais. Lui, sa largeur, c'est 2,55 m. Sa longueur, c'est 13,50 m. Puisque ça, on n'y peut rien, ça vient de l'usine, donc ils respectent les normes. Voilà. Maintenant, c'est quand le véhicule est envoyé au Burkina que souvent on peut mourir. Mais sur les autocars et autobus, il n'y a pas de problème. C'est sur les véhicules de transport de marchandises qu'il y a problème. Parce qu'ils payent des plateaux, ils partent voir maintenant les soudeurs et maintenant ils confectionnent maintenant des semi-remorques ou bien des carrosseries à leur guise, quoi. Ça veut dire qu'on rajoute un peu... Voilà, on dépasse la largeur. Il rajoute un peu des choses derrière. Voilà, non seulement sur la largeur, au lieu de 2,60 m que le code a dit, ils vont carrément même à 2,80 m, 3 mètres. Tout en oubliant que nos routes là ont une largeur de 7 mètres. Donc 7 mètres, ça veut dire qu'il y a deux voies. 3,50 m pour ceux qui montent, 3,50 m pour ceux qui viennent en sens inverse. Alors, pour lui seul, vous avez combien de mètres? Voilà, lui seul, il a occupé déjà les 3 mètres. Et sans oublier qu'il ne peut pas côtoyer la bordure du goudron. Il est obligé de laisser au moins 30 cm à droite. Et il y a le rétroviseur qui va de l'autre côté. Lui aussi, il a occupé au moins 30 cm. Ça fait déjà 60 cm. Plus lui, c'est 3. Vous voyez, il a pris la moitié de la route. Voilà. Donc, s'il croise quelqu'un, les deux rétroviseurs même peuvent se cogner. Et à la limite, même, les rétroviseurs ne voient pas derrière, puisque ça a dépassé le champ visuel des rétroviseurs. D'accord. Voilà. Ok, donc on a parlé du poids, mais je suppose qu'il y a d'autres éléments aussi liés à la réglementation qui s'ajoutent au poids. Notamment la hauteur. Ok. La hauteur des véhicules. On a constaté que dans la sous-région, il y a des échangeurs. Et ces échangeurs-là ont une hauteur limitée. Il y a d'autres ouvrages d'art tels que... Voilà, même chez nous aussi, hein. Vous n'avez pas remarqué que les camions la cassent la limitation, on dit... Il y a le panneau qui indique 4,5 mètres. C'est ça. Et pas taper ça même. Les panneaux d'indication voilà. qui sont au-dessus de la chaussée. Oui. Et sur la route de Coupéla, il y en avait. Tout a été arraché. C'est ça. Moi, j'ai constaté l'échangeur du Nord, là. Ils ont cassé. Enfin, tu sens même que c'est un véhicule qui a forcé et qui allait quand même taper carrément le panneau, là. Oui. Bon, c'est-à-dire, vous savez que cette réglementation est là depuis 2005. Et malheureusement, ils n'ont pas réuni les auto-écoles pour les informer de ce qui est dit. Okay. Donc, tout le monde doit savoir que la hauteur des camions ne doit pas dépasser 4 mètres. Et que si tu sais que la hauteur de ton véhicule dépasse 4 mètres, tu dois changer de route. Tu ne dois pas passer en bas des échangeurs. Okay. Et encore, au niveau des postes de contrôle, des postes de péage là,
il y a maintenant des appareils pour contrôler la hauteur des véhicules. Ah, Oui, donc, d'accord. tu peux déjà connaître la hauteur de ton véhicule avant de sortir, avant de prendre la route, quoi. Voilà. Donc, c'est pour dire tout simplement, tout conducteur doit connaître la hauteur de son véhicule, tout conducteur doit connaître la largeur de son véhicule, sans oublier, bien sûr, sa longueur. Comme ça, il sait quelle route prendre pour éviter les grandes manœuvres. Il sait quelle route prendre pour éviter le frottement avec les ouvrages d'art et les plantations aériennes. Parce qu'il y a souvent il y a des plantations aériennes et on arrache tout. Voilà. Et on accuse tout le monde. Or, en réalité, c'est de leur faute. Voilà. Parce qu'ils ne connaissent pas la hauteur. Ils ne cherchent même pas à connaître la hauteur de leur véhicule. Voilà, c'est cela. Alors, Monsieur Tapsoa, peut-être en conclusion, on va rappeler aussi en termes donc de largeur, ce qui est recommandé, de longueur, ce qui est recommandé, du poids, et voilà, de la hauteur et tout. On va rappeler les normes. D'accord, ok. Donc, un camion isolé, la largeur maximale, c'est 2,60 m. La longueur, c'est 12 mètres. La hauteur, c'est 4 mètres. Et le poids des essieux, c'est 18 tonnes. Plus de des essieux, c'est 26 tonnes. Un véhicule isolé ne doit pas prendre plus de 26 tonnes de marchandises. D'accord. Les véhicules articulés, c'est 2,60 m. Excusez-moi, véhicule articulé, c'est un tracteur routier Uh-huh. qui tire une semi-remorque. D'accord. Ça, c'est un véhicule articulé. Et ce véhicule articulé doit avoir une largeur maximale de 2,60 m. La longueur, c'est 16,50 m, c'est-à-dire du parachoc avant jusqu'à la fin de la semi-remorque, 16,50 m. La hauteur, c'est 4 mètres. Et 3 essieux, c'est 26 tonnes. 4 essieux, 38 tonnes. Et plus de 4 essieux, c'est 44 tonnes. Ça ne doit pas aller au-delà de ça. Maintenant, les ensembles de véhicules et trains doubles. Largeur maximale 2,60 m et longueur 18,22 m. Alors, la hauteur 4 mètres. 4 essieux, 44 tonnes, pas plus. Les autocars et autobus isolés qui roulent seuls, 2,55 m la largeur, 13,50 m la longueur, 4 mètres la hauteur, 2 essieux 19 tonnes, 3 essieux 26 tonnes. Ok. Voilà. Et maintenant, les autocars et autobus articulés, 2,50 m pour la largeur et 18,75 m à 24,50 m, parce que là, ça dépend maintenant du type de véhicule que nous avons. Sinon, si c'est un véhicule articulé à 2 éléments, c'est 18,75 m maximum. Et à 3 éléments, c'est 24,50 m. Et plus de 2 essieux, 38 tonnes. Et la hauteur, c'est 4 mètres. 4 mètres. Voilà. Ok, pas Ce plus. qui est important de ça. Alors, maintenant, il faut signaler aussi que le non-respect de ces réglementations. Voilà. Par exemple, sur la largeur, si vous ne respectez pas les 2,50 m, le véhicule de plus de 2,50 m occupe plus de place et les rétroviseurs ne permettent pas de bien voir, ne permettent pas au conducteur de bien voir à l'arrière. Ça, c'est un. Oui. La longueur, un véhicule trop long abîme la route dans les tournants, perturbe la circulation et fatigue le conducteur. Alors, la hauteur, un véhicule dont la hauteur est supérieure à la normale, c'est-à-dire les 4,50 m, toucherait les plantations aériennes et les ouvrages d'art. Tout ce qui est au-dessus de la chaussée, il va tout arracher. Les poids, la surcharge abîme le véhicule, abîme la route, rend le frein inefficace et fatigue le conducteur. Et vous voyez, la dernière fois, j'ai rencontré un conducteur qui devait conduire un véhicule isolé de 70 tonnes. C'est-à-dire 70 tonnes, c'est la marchandise qui est dedans, sans oublier le poids même du véhicule qui fait environ 15 tonnes. Donc, ça fait à peu près 95 tonnes. Et le conducteur devait continuer de Ouara, devait continuer au Mali. Le gars a dit qu'il ne peut pas. Et parce que, si vous voulez, la pompe de direction est faite pour tourner 2 roues. Si vous voulez que ça tourne 4 roues, alors la pompe ne peut pas tourner 4 roues, surtout quand il y a trop de chargement. C'est pas simple. Oui, quand il y a trop de chargement. Donc, ça joue sur la corpulence même du conducteur. Donc, ce qui fait que lui, il a refusé de partir. Alors, nous avons donc la hauteur. Un véhicule dont la hauteur est supérieure à la normale toucherait les plantations aériennes et les ouvrages d'Aoui. Ensuite, nous avons le poids.
Ok. La surcharge abîme le véhicule, abîme la route, rend le frein inefficace et fatigue le conducteur. Et alors, le non-respect de ces règles, donc, peut amener l'autorité à immobiliser le véhicule et sanctionner le propriétaire du véhicule. Bien sûr. Merci beaucoup, M. Tapsoba. Et moi, je rajoute, parce que l'autorité a dit que le commissaire divisionnaire de police, Mamadou Sana, qui est ministre de la Sécurité, a rappelé aux acteurs du secteur routier que ceux qui ne vont pas respecter la réglementation en matière de poids, de longueur, de largeur de leur camion, en tout cas, c'est fini tout ça. Voilà. Et justement, ils seront fermes. Donc, il a rappelé ceux qui ont des camions très longs, s'il le faut, il faut couper, parce qu'il ne va plus tolérer ça, parce que ça abîme la route, ça crée des accidents, malheureusement aussi, et même des décès. Donc voilà, c'est ce que l'autorité a dit. J'invite les acteurs du secteur routier et ceux qui sont dans le transport, justement, à vraiment respecter les normes en matière de charge, en matière donc de la largeur, longueur, poids du véhicule. Merci, Monsieur Tapsoba, d'être passé. Et on dit merci également à Victoire Auto École, notre partenaire de tous les vendredis, pour cette chronique sécurité routière. On marque la petite pause et juste après, Honoré Onadia nous retrouve pour nous dire ce qui va marquer ce week-end en termes d'événements. Honorable Honoré Onadia, avec une voix un peu cassée, il est bien installé sur ce plateau. Bonjour Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue. Merci bien. Ça se comprend, hein? Tu es en pleine animation actuellement, donc on comprend. Alors, nous débutons les rendez-vous du week-end avec la 10e édition du festival Naïd Reim. Un festival qui a décidé de rendre hommage aux garants de nos traditions. Entendez-la par là la chefferie coutumière. Un festival qui d'ailleurs a ouvert ses portes le 25 dernier, du côté bien sûr de l'espace culturel du Jardin Palais Royal à Kiloin. Et un festival déjà qui a vu la participation d'artistes émérites de Burkina Faso, puisque le thème de la 10e édition est le suivant, Renaissance. Nous décidons de renaître à travers cette édition et des artistes, pas des moindres, vont venir encore nous gratifier de belles prestations. Ce soir, nous aurons Emma Mouka, nous aurons le Prince Nzouitaba, Salif Widga, Paul Béni, Sylvain, nous serons de la partie ce soir. Samedi, pour le bonheur de toutes ces personnes qui vont effectuer le déplacement, Aimé Zongo, Sofiano, Ivan de Dieu, Marex Zender, bien sûr Isfa du Faso seront de la partie. Et pour l'apothéose dimanche, nous donnons ce rendez-vous à tous ces personnes riveraines de Kiloin, puisque Bomas Keita sera des nôtres. Nous aurons également Milienne, nous aurons Jérémy Palais, nous aurons Gilbert Koussoubé, l'homme de Palanga, sans oublier bien sûr le prince national qui viendra clore la soirée. Donc le rendez-vous il est pris chaque soir du côté bien sûr de l'espace culturel du jardin, le Palais Royal, pour vivre pleinement la 10e édition du festival Naïd. Merci bien. Et maintenant, on parle cinéma. Puisque lorsqu'on aime la vie, on va au cinéma. Du côté du ciné Nerwaya, à la demande des cinéphiles, après le ciné Burkina, nous déposons nos valises du côté, bien sûr, du ciné Nerwaya, avec ce film-là qui a eu un franc succès du côté du ciné Burkina. Il s'agit, bien sûr, du film Gurunga, une marmite pour un projet. C'est ce film-là qui vous a proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs, ce jusqu'au 29. Pour ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance de suivre ce film, déplacez-vous du côté du ciné Nerwaya pour vivre pleinement ce film. Et pour le ciné Burkina, cette fois-ci, nous vous proposons la dernière trouvaille du grand réalisateur Zampaligré Abdraman, baptisé tout simplement La Bague du Roi. C'est ce film-là qui vous a proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs du côté, bien sûr, du ciné Burkina, et ce jusqu'au 29. Alors, effectuez également le déplacement pour vivre pleinement, voilà ce film-là, La Bague du Roi. Et on termine avec les rendez-vous de la maison, Honoré. Les rendez-vous de la maison, c'est déjà à partir de 11h. Votre émission cadeau du jour, un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse. Et si toutefois nous avons une bonne réponse, on se fera le plaisir de vous remettre le cadeau, voilà, avec les bénédictions de toute l'équipe de cadeau du jour. Le rendez-vous de la rétrospective du soirée à la télé, c'est pour ce samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30.
Du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. La rétrospective des pensées partagée par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h. Toutes ces différentes rubriques vous seront présentées par le maestro, le capitaine Rasmani Nikema, assisté bien sûr de Barthélémy Cabré. Quant au rendez-vous de l'information, c'est demain sur l'ensemble du média, à savoir à partir de 8h à la télé comme à la radio, avec bien sûr le directeur de l'information. Et nous avons comme invité M. Madi Nikema, expert en savoir traditionnel. C'est avec lui que nous allons échanger et partager des informations avec vous, comme quoi, vous le savez, à travers ce média, on se fait le vœu d'être la puissance de la communication. Et encore, nous faisons le vœu de nous rapprocher encore plus de vous. Merci beaucoup, Honoré. Merci à vous. Et nous, on exhorte Madame pour ce week-end à préparer une soupe de pintade bien pimentée et bien chaude. Merci. Pour que la voix revienne avec une voix meilleure lundi. Merci beaucoup, merci Honoré. Bien. Alors, merci à vous également et merci déjà pour commencer à la très pétillante Mariette Kokwaga qui a assuré la réalisation cette semaine. Merci à la très serviable Laura qui a assuré donc la production toujours. Et merci bien sûr au très disponible Joseph Caboret pour le son. Merci donc à la souriante Aurélie Somptoré pour le maquillage cette semaine. Merci à toutes les équipes au niveau de la salle de diffusion, la salle de montage, au niveau bien sûr de la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Nous avons été ravis de vous partager cette aventure tout au long de la semaine. On va se reposer 2 jours, notamment samedi et dimanche. Et Inch'Allah, quand il va sonner 7h30 lundi, nous serons là encore pour continuer l'aventure avec vous. Prenez soin de vous et à lundi. Tschüss.